Bonjour. Alors, Antoine Lohou et moi-même, nous allons réaliser devant vos yeux une expérience qui consiste à verser la même quantité de lentilles dans 2 entonnoirs identiques, le tout... Attends, t'en as 4 là. Alors, la seule différence entre nos 2 méthodes, c'est que Antoine applique un contrôle sur les lentilles, il les oblige à ne pas se précipiter au fond du bécher, alors que moi, je les laisse donner libre cours à leur volonté individuelle de se précipiter au fond du bécher. Tu es prêt ? Prêt. 1, 2, 3. Alors, vous pouvez voir normalement que les lentilles d'Antoine coulent de manière continue. Et voilà, il a déjà fini, alors que moi, mes lentilles qui se sont toutes précipitées comme un seul homme dans l'entonnoir, merci Antoine, eh bien, il y a même des moments où ça s'arrête carrément de couler. Donc, ceci est destiné à, d'abord, vous montrer une expérience de physique amusante et jolie, et ensuite, vous faire réfléchir sur la notion d'optimum individuel et d'optimum collectif. Alors, je m'excuse, ce sont des grands mots, optimum. Alors, optimum individuel, ça veut dire que chacun cherche la maximisation de son bien-être. Optimum collectif, ça veut dire que tous les individus appliquent une règle qui leur permet de maximiser leur bien-être collectif. Alors là, c'est magnifique. C'est complètement bloqué, alors que j'en ai encore. Vous voyez que si je les secoue, j'avais peur que ça ne se passe pas très bien, mais à vrai dire, c'est magnifique. Bien. Alors, nous avons donc un optimum collectif et un optimum individuel. Chaque lentille que j'ai appliquée, moi, elle a cherché à aller le plus vite possible, alors que celles d'Antoine ont obéi à une consigne. Alors, en réalité, j'avais prévu des transparents et même une zappette. C'était très pensé. Et donc, avec cela, je peux vous montrer qu'il y avait un bouchon au-dessus de ces lentilles. Alors, l'idée, je vais illustrer le principe d'optimum collectif et d'optimum individuel sur le cas des voitures, mais on peut l'illustrer dans plein d'autres situations. Oui, parce que moi, je suis prof de transport dans cette école, et c'est pour ça que je m'intéresse aux lentilles. Alors, évidemment, ça va de soi. Donc, nous avons un bouchon à droite et pas de bouchon à gauche. Alors, les voitures, elles ont des conducteurs, et les conducteurs, ils peuvent choisir d'appliquer un optimum individuel ou un optimum collectif, librement. L'optimum individuel, ça va être le comportement de l'usager qui va chercher systématiquement à être sur la voie la plus rapide, qui va faire beaucoup de changements de voie. Et on sait, nous qui observons le trafic, que les changements de voie perturbent le trafic. Donc, si vous passez votre temps à changer de voie, vous allez générer des ralentissements pour les autres. Par contre, si vous restez bien sagement sur votre voie, si vous appliquez les consignes, les limitations de vitesse, les carrefours à feu qui sont rouges ou verts, vous allez être un participant de l'optimum collectif. Vous allez accepter une diminution de votre bien-être temporaire, de manière à ce que tout le monde y gagne en global. Alors, il y a des moyens qui sont utilisés par les gestionnaires de trafic, encore un gros mot, je m'excuse, pour appliquer l'optimum collectif, pour faire en sorte que vous soyez convaincu par la règle dont a parlé Pablo Servigne tout à l'heure. Vous appliquez, vous adhérez à une règle qui vous est imposée pour satisfaire à l'optimum collectif. Par exemple, le cas le plus simple, alors oui, pardon, je reviendrai là-dessus après, excusez-moi. Le cas le plus simple de gestionnaire de trafic, c'est celui qui met un carrefour à feu sur un croisement de route. Là, il applique il annonce une consigne aux usagers, il leur dit « c'est rouge, ne passez pas », c'est vert, vous pouvez y aller.
Alors que, et donc, il impose ce comportement, il impose, ou en tout cas, il demande aux usagers d'adhérer à ce comportement pour satisfaire l'optimum collectif. Alors, donc, je pense que maintenant vous avez bien compris. Ah oui, sauf que je ne vous ai pas dit ce que c'était que le gestionnaire de trafic ou le gestionnaire d'infrastructure. C'est celui qui est payé par la mairie ou par l'État pour assurer le bien-être collectif, pour édicter les règles qui vont être appliquées par tous. Alors, entre maintenant et 2084, il va se passer quelque chose de relativement important, c'est l'apparition des véhicules autonomes. Les véhicules autonomes, ce sont des véhicules dans lesquels vous n'avez pas besoin de conduire. Dans la voiture, vous avez 4 roues, un moteur, jusque-là tout va bien, et vous avez des capteurs, des lidars, des radars qui permettent au véhicule de connaître la distance entre ce véhicule et le véhicule devant, le véhicule derrière et les véhicules sur les côtés. Vous avez en permanence une géolocalisation par GPS. Et vous avez surtout un ordinateur de bord très puissant qui permet à chaque instant de choisir la vitesse, la voie, l'accélération qui vont permettre de rouler en toute sécurité. Alors, du point de vue de la consommation, il y a des avantages. Par exemple, cette voiture, elle est tellement sûre parce qu'en fait, le conducteur génère la plupart des accidents de la route. On dit qu'il est responsable dans 90% des cas. Donc, avec un ordinateur surpuissant et qui connaît tout et qui est omniscient, il y a besoin d'avoir des voitures qui soient moins lourdes, puisque le choc n'aura pas lieu, donc vous n'avez pas besoin d'une grosse carrosserie qui va absorber le choc. Donc ça permet des diminutions de la consommation. Mais est-ce que ça a que des avantages, ce véhicule autonome? Alors, il faut savoir que le véhicule autonome, il y en a 3 sortes. Il y a le robot, auquel on a rajouté 3 roues et une méthode de calcul sur les données. Ça, c'est la navette Navia qui est à Confluence actuellement, que vous pouvez utiliser. Donc, c'est la voiture autonome du roboticien. Vous avez la voiture autonome du constructeur automobile, donc Renault, Toyota, etc., ont des voitures auxquelles ils rajoutent un ordinateur et des capteurs. Et puis vous avez la voiture qui est Uber sans chauffeur, où vous avez quelqu'un qui a une connaissance de la gestion des données et qui va rajouter 4 roues et des capteurs à ce système de manière à avoir un véhicule autonome. Donc vous voyez que vous avez 3 sortes différentes de véhicules autonomes et que donc le véhicule autonome, c'est quelque chose qui interagit, dans lequel beaucoup de choses interagissent, de l'informatique, de la robotique, de la physique et de la mécanique. Donc c'est typiquement un problème de science de l'ingénieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas prendre le véhicule autonome comme un isolat, il faut prendre le véhicule autonome dans son interaction avec l'ensemble de la ville et l'ensemble des autres usagers de la voie. Le système du véhicule autonome, comment on va le gérer? Comment on va lui demander de se comporter pour nous? Il y a 2 solutions. La première solution, c'est de lui demander de se comporter de manière égoïste. Donc, on va posséder notre véhicule autonome, on va être très fiers de ce véhicule autonome. Le matin, on va partir de chez nous, dans notre voiture, on va monter dans la voiture, elle va nous conduire à notre travail. On va la renvoyer chez nous pour qu'elle se gare gratuitement, parce que le parking en centre-ville, c'est cher. Elle va revenir chez nous toute seule. Pendant ce temps-là, nous, on va travailler. Le soir, on va lui demander de revenir. Et on va repartir à la maison dans notre voiture. 2 fois plus de déplacements. Première solution, la solution égoïste, on va dire. Deuxième solution, la solution où on confie à une instance supérieure, un Big Brother, le soin d'assurer tous nos déplacements. Donc on va demander avec nos smartphones des courses de transport collectif ou de voitures individuelles qui nous seront louées pendant un temps déterminé. Et donc, on va utiliser ces voitures pour faire tous les déplacements dont on a besoin. Donc, imaginez la société qui met à notre disposition ces véhicules. Elle sait où vous travaillez, elle sait où vous habitez, elle sait où vous faites vos courses, elle sait où habite votre amant. Et elle peut vous proposer, quand Lidl fait des promotions sur les couches-culottes, de vous emmener chez Lidl. Donc, ça, c'est un peu Big Brother. Donc, vous avez cette solution-là. Et puis, le véhicule individuel. Et puis, il y a une troisième solution, qui est une solution de
volonté des usagers des transports, des déplacements, de sacrifier une partie de leur autonomie pour qu'il y ait une gestion collective optimale du trafic qui permette à tout le monde d'échanger des informations localement et de parvenir à un optimum entre les voitures. Et donc, entre les voitures, mais attention, il n'y a pas que des voitures dans la vie, entre les voitures, les vélos, les trottinettes, les personnes qui transportent des poussettes, les personnes en fauteuil, etc., etc. Donc d'avoir une gestion collective locale qui vise à obtenir un optimum individuel et donc à faire circuler les lentilles plus vite. Alors vous voyez que là, on a une interaction de plein de disciplines scientifiques entre elles, la robotique, l'informatique, l'automatique, un peu d'économie, un peu de psychologie et beaucoup de mathématiques et beaucoup de physique. Et tout ça, toutes ces sciences, elles concourent toutes entre elles à améliorer la société et à éclairer les citoyens sur les solutions techniques et technologiques et aussi humaines qui vont permettre de faire en sorte que la société aille mieux. Et donc, c'est pour ça qu'en tant que chercheuse sur ce sujet, je suis folle des sciences appliquées.